Il nous fait rire, il nous surprend, il nous étonne, mais surtout, il est normand. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans le MAG Draco. Bonjour à vous. Bonjour. Et bonjour à tous. C'est souvent dans un univers délirant et absurde que vous aimez emmener le public lors de vos représentations. Aujourd'hui, nous allons essayer d'en savoir un peu plus sur vous. Alors, qui se cache derrière Draco ? Qui se cache derrière Draco ? Eh bien, plusieurs personnes. Mais en réalité, j'ai envie de dire un petit garçon de 4 ans qui rêve de grandes salles de concert suite à la batterie que lui a offert son parrain. Un garçon qui a plein d'étoiles dans les yeux et qui a envie de les transmettre aux spectateurs en face de lui quand il met son costume de magicien. Et puis un garçon aussi qui s'est aperçu qu'il y a un pouvoir qui n'était pas forcément un pouvoir de super-héros, mais qui était tout aussi intéressant, c'est celui de faire rire. Et donc là, le petit garçon de 4 ans met son costume de clown et essaye de faire rire. Donc c'est un mélange de tout ça, en fait, qui m'a toujours suivi depuis à peu près l'âge de 4 ans et qui a fait que j'ai eu un parcours derrière, on va dire, ambigu dans le sens où il y a eu un parcours scolaire et professionnel classique dans un premier temps. Donc école, collège, lycée, etc. Où là j'étais très discret sur tout ce que je faisais sur le plan artistique. Et puis comme j'aimais bien l'école, ironie, j'ai continué et je suis allé jusqu'aux études supérieures. J'ai fait une école de commerce qui s'appelle Neoma, maintenant Neoma Business School. Mais il y avait ce lien avec le commerce, la publicité, la communication, ce besoin de communiquer en fait, de transmettre. Et puis c'était aussi pour rassurer mes parents et dire au pire il a un bagage scolaire, voilà. Et puis à côté il y a eu forcément la carrière artistique qui s'est développée en fait en trame de fond. Et un jour, il y a eu la scission, c'est-à-dire que j'ai arrêté le monde professionnel, je travaillais dans la publicité, dans la communication, et puis là, j'ai dit, allez, stop, j'arrête tout et je pars à l'aventure, je monte sur les planches et c'est parti. Donc voilà, en gros, pour faire rapide. Donc votre rêve de petit garçon est devenu réalité au final. Exactement, c'est en fait... alors, je suis le seul... j'avais des artistes dans ma famille, j'avais un oncle peintre, j'ai d'autres oncles qui faisaient souvent des vidéos, des caméras cachées, des choses comme ça. Donc voilà, mais artiste professionnel, je suis le seul de toute ma famille, c'est venu comme ça. Et en fait, ce rêve, effectivement, qui est resté en trame de fond, je l'ai toujours poursuivi. Et après, bien sûr, je me suis donné les moyens, en fait, parce que c'est bien de rêver, mais après, à un moment donné, il faut se réveiller puis agir. Mais ça a été ma trame de fond. Et souvent, on me demande le conseil qu'on pourrait donner aux jeunes, c'est ça, c'est d'assurer un minimum ses arrières. Un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez cette émission, c'était Antoine de Maximi, J'irai dormir chez vous, il part à l'aventure tout seul avec sa caméra, mais il a quand même réservé au cas où une chambre d'hôtel, on ne sait jamais, ça n'est pas le but, mais voilà, donc je pense que c'est assez rassurant de se dire que bon, si jamais ça ne fonctionne pas, parce que c'est quand même un métier difficile, ce sont des métiers difficiles en général, la musique, le théâtre, la peinture, tout ce qu'on veut, enfin tout ce qui a trait au domaine du non essentiel pour certains, malheureusement, c'est parfois compliqué. Donc voilà, mais il y a effectivement cette idée de poursuivre ses rêves, c'est important de se dire je poursuis mes rêves, mais en même temps je me donne les moyens aussi, parce que ça n'arrive pas tout seul, bien sûr. Et vous avez toujours ce même grain de folie depuis toutes ces années ? C'est de pire en pire en fait. C'est-à-dire que plus je vieillis, moins j'ai de filtre. Et j'avais des copains qui me disaient tu nous fais plus rire dans la vie de tous les jours que sur scène. J'ai dit oui mais attention parce que quand ça va s'inverser, je risque d'avoir des problèmes. Ça va être sûrement terrible. Et justement, j'ai vu des descriptions où il est expliqué Draco, c'est un humour de magicien. Alors c'est quoi un humour de magicien ? Alors, en fait, c'était pour faire un petit jeu de mots, comme quand on dit un amour un amour de sorcière, c'était ma sorcière bien aimée, ou voilà, là, parce qu'en fait, j'ai entendu un jour un magicien qui m'a dit on ne peut pas faire rire avec la magie. Et moi, ça m'a frustré, parce que ça n'est pas parce qu'on fait rire avec quelque chose qu'on ne le prend pas au sérieux. Bien au contraire, je pense que l'humour est très important dans la mesure où il permet de faire passer des messages, soit positifs ou négatifs, mais de manière plus, on va dire, un peu adoucie, en fait. C'est parfois on va faire un petit pic, une petite vanne et les gens vont comprendre ce qu'on a voulu dire. On n'a pas été agressif, on est resté dans l'humour et je trouve que c'est une bonne solution pour rester dans le débat et dans l'échange. Et pour moi, ça n'était pas me moquer des magiciens que de faire de l'humour avec de la magie. Parce que dans ma démarche, il n'y a jamais eu sur scène de volonté de dévoiler des tours de magie. Ça n'est pas, certains font ça, il y a des magiciens pour faire rire, vont montrer le secret. Ah ben en fait c'est ça, c'est pourri. Alors que moi, je trouve ça dommage. Je trouve qu'il faut garder le côté mystérieux, mystique, et puis respecter les pères aussi qui ont été là avant nous. Mais en utilisant l'humour, justement, en montrant que moi, je ne suis pas un grand magicien. Je veux jouer le grand magicien, mais en fait, pas du tout. Et la magie arrive malgré moi. Du coup, les gens s'identifient plus
qu'à quelqu'un qui va leur amener ça comme un casse-tête, un défi à leur intelligence en disant vous allez voir, je suis trop fort. Tout ce que je fais, vous ne savez pas le faire. Alors que c'est pas le but. Au contraire, tout ce que je fais, tout le monde peut le faire. Il suffit de travailler. Mais l'idée, c'était de dire voilà, avec l'humour, on peut faire des choses. C'est ce que j'ai fait. J'ai rendu hommage à des grands classiques de la magie, mais que j'ai complètement détourné. Harry Houdini, qui était le roi de l'évasion, moi je lui rendais hommage en m'évadant, vraiment de chaînes avec des cadenas, on m'attachait, mais bon, je finissais en barésie et en guêpière. Voilà. Donc c'est le petit grain de folie, quoi. Là, c'était hommage à Rocky Horror Picture Show, c'est autre chose. Vous nous avez parlé de certains de vos pairs dans la profession. Il y en a certains sur lesquels vous êtes appuyé tout au long de votre carrière? Oui, alors il y en a 2 qui sont des Normands, donc ça tombe bien, qui sont connus dans le milieu magique et puis aussi médiatique, mais c'est François Normag et Hugues Prota, qui sont entre autres les créateurs du Festival international des magiciens qui a lieu à Forges-les-Eaux depuis de nombreuses années. C'est un des plus anciens festivals en Europe, qui a une 30aine d'années. Et donc, moi, j'ai suivi leur parcours, qui sont quand même 2 personnes qui sont passionnées de magie depuis tout petit et qui ont fait le Conservatoire d'art dramatique de Rouen. Donc, qui m'ont amené, en les observant dans un premier temps, ce côté mélange de comédie, de théâtre et de magie et de spectacle. Donc, du coup, très intéressant parce qu'au-delà du tour de magie, de la technique pure et dure, en fait, on axe sur ce qu'il y a autour. Et c'est aussi pour ça que j'ai pu développer mon côté humoristique, parce que Hugues Prota m'avait dit un jour, dans la vie de tous les jours, tu fais le clown en permanence. Pourquoi tu ne le fais pas quand tu fais de la magie? Et je lui avais dit, parce que quand on est adolescent, on veut être le plus fort, le meilleur. Et je lui avais dit, oui, mais du coup, les gens ne vont pas me prendre au sérieux. Et il m'a donné un très bon exemple. Il m'avait dit quand Coluche joue du violon avec des gants de boxe. L'image, elle est incongrue, parce qu'on voit un gars qui a un violon avec des gants de boxe, on se dit, bon. Mais il joue du violon vraiment. Donc la performance est là. Et c'est cette phrase qui m'a débloqué en fait dans ma tête. Et les prestations qui ont suivi, je me suis dit, arrête de vouloir être Draco le magicien, sois Draco tout court. Et c'est ce que j'ai fait, et du coup ma magie n'en a été que plus forte, parce que je me prenais pas au sérieux. Et Draco a notamment amené le Dracomédie. Oui. J'aimerais qu'on l'aborde. Vous êtes aux commandes du Dracomédie Club, vous ouvrez votre scène à de nombreux talents. Quel type d'artistes peut-on retrouver sur scène et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'y passe? Alors au départ tous, parce que c'est parti d'un postulat, parce que j'ai un passé de musicien aussi, j'ai fait de la musique pendant longtemps et des concerts. Et à Rouen, il y avait un endroit mythique qui s'appelait le Bateau Ivre, que beaucoup de musiciens rouennais connaissent. Et puis le Bateau Ivre proposait le jeudi soir des scènes ouvertes. Donc on pouvait venir, amener sa guitare, son instrument, monter sur scène et jouer, c'est ce qu'on appelle des jams, quoi, des buffs. Ouais. Et puis Michel, ça s'est fini, l'aventure Bateau Ivre, ça s'est terminé. Donc du coup, à ce moment-là, j'entendais beaucoup d'amis musiciens dire on peut plus jouer, ou c'est compliqué parce que dans les bars on fait trop de bruit, ou il y a des horaires, ou les bars ça ne les intéresse plus, ils préfèrent passer un DJ. Bon. Et donc je me suis dit, c'est vrai qu'il manque un petit peu un endroit où on peut venir à l'américaine, comme les comédie clubs américains, monter sur scène et faire un truc. Et donc j'ai eu cette idée que j'ai gardée dans mes cartons. Et puis un jour, j'en ai parlé à un bar donc sur Rouen qui me dit tu veux pas venir faire des spectacles chez moi? Je dis non, j'ai mieux. Et je lui propose le Dracomédie Club. Et donc lui me dit ok, on tente. Et donc on fait une première un mardi soir et là on remplit le bar. Littéralement, c'est rempli, on refuse du monde. Et on a de la musique, de la magie, de l'humour, tout était réuni, vraiment un mélange de disciplines. Et ça cartonne, et donc à la fin, je lui dis, on fait quoi? Il me dit, on en refait une deuxième, on verra bien. Et on a fait une deuxième, et ça a duré comme ça plusieurs années, à raison de 1 par mois. Et puis dans l'entrefait, le directeur du casino de Forges-les-Eaux vient à Rouen, dans le petit bar. Donc on était, il faut imaginer une scène de 1 mètre par 2. Enfin, c'est 2 mètres de large, 1 mètre de profondeur, donc on était bien tassés. Et donc j'ai installé tout ça en comédie club, c'est-à-dire que le premier rang, on pouvait le toucher littéralement, quoi. C'était vraiment, là, il y a la proximité. Et du coup, lui me dit, je veux ça au casino. J'adore le concept. Et je lui dis, ok, mais on va faire différemment parce que je veux pas parasiter Rouen. Rouen, Forges-les-Eaux, c'est quand même proche. Bon. Et j'ai dit, on va faire le show, et du coup, je ferai venir les meilleurs de Rouen, que je mettrai à Forges, etc. Et donc ça a commencé comme ça. Et puis là, il y a quelques années, on a décidé en fait de le faire évoluer un petit peu et d'en faire un concours. Donc c'est devenu un concours maintenant avec un jury de professionnels et il y a 3 catégories, magie, humour et musique. Alors qu'au départ, quand je le faisais à Rouen, j'ai eu des danseurs, des marionnettistes, il y a eu de tout, vraiment. Et donc maintenant c'est un concours avec 3 sélections, mars, juin, septembre et une finale en novembre. Et une finale donc sur le Dracomédie Club, mais en tout cas vous pouvez retrouver tous les artistes sur YouTube avec le dracomédie.com également et sur la page Facebook Dracomédie Club. Merci à vous Draco d'avoir accepté notre invitation. Sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre réseau social et sur l'application Radio Sensation.